l'Afrique, bonjour les Africains. Ce rendez-vous, vous l'avez toutes les semaines sur la chaîne C360. Vous êtes bien à l'émission Regard sur l'avenir. Nous aurons à opiner sur deux sujets. Le premier porte sur la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Ensemble avec les panélistes, nous allons essayer donc de comprendre le discours du docteur Bougouma, le président de l'ALT, donc du Burkina Faso. La rencontre s'est tenue à Genève en Suisse et donc on va sûrement en parler dans les détails. Le deuxième sujet donnera lieu donc à des analyses sur la recette, donc sur la récente visite du président de la Sierra Leone en Côte d'Ivoire. Julius Maada Bio était donc à Abidjan pour rencontrer le président Alassane Ouattara. Ensemble, donc, ils ont parlé de la CEDEAO et surtout donc le retour probable des pays de l'AES donc au sein de l'organisation. Sur ce plateau, donc, nous avons Gervais Nadambega, consultant et expert en géostratégie, Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, et Serge Imote Bayala, coordonnateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Messieurs, bonjour et merci donc pour ce temps consacré à la chaîne C360. Premier sujet, donc, la semaine dernière, s'est tenue à Genève, en Suisse, la 6e conférence mondiale des présidents des parlements. Avant donc de se prononcer sur le discours du président de l'ALT, que savez-vous donc de cette conférence qui a sa 6e édition, M. Nadambega? Merci beaucoup. Je pense qu'avant tout propos, j'ai écouté un discours hier qui m'a beaucoup marqué. C'est celui effectivement du président du Faso à l'adresse des jeunes bacheliers qui vont effectivement à l'immersion. Et ça, le message était fort. Tout à fait. Il était interpellant. Et je voudrais effectivement, avant tout propos, saluer la qualité du discours et inviter tout le monde à aller l'écouter. Je pense que même si on n'aime pas le système, même si on a des griefs contre le système, ou si on a des observations négatives par rapport à certains aspects, on doit quand même se dire les choses bougent dans ce pays. Oui. Merci. Ceci dit, on est là pour parler, entre autres, de la 6e conférence de l'UIP qui s'est tenue effectivement à Genève du 28 effectivement au 31. Et il faut que nous sachions d'abord ce que c'est que l'Union interparlementaire. L'Union interparlementaire, il faut d'abord se mettre en tête que c'est une création, cette conférence est une création des Nations Unies. Et que c'est en 2000, à l'occasion effectivement de la conférence sur le millénaire des Nations Unies, du développement, que ça s'est institué pour la première fois. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à la 6e conférence. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qu'une telle institution peut apporter, peut jouer comme rôle dans l'évolution du monde aujourd'hui en crise? Je pense que c'est là qu'il faut effectivement que l'on analyse la chose. Et pour aller là, il faut aller se poser la question de savoir, comme toute rencontre a un thème, c'était quoi le thème effectivement de cette rencontre? Le thème de cette rencontre, c'était formulé en anglais, mais traduit en français, c'est constater la crise, la grande crise qu'il y a dans le monde. Et on peut traduire, en anglais, ils disent effectivement que c'est turmoil, c'est la tourmente, le monde, la tourmente. Alors, comment on peut utiliser une institution multilatérale telle que l'UIP pour promouvoir effectivement la paix pour le développement? Donc, c'était ceci, comme ça qu'on peut comprendre effectivement les grandes lignes. Oui. Donc, il y a eu différents thèmes. La place effectivement des jeunes et notamment des femmes dans les parlements. C'est quoi effectivement, comment on résout la question effectivement de la paix dans le cadre effectivement des approches innovatives. Comment on fait en sorte que les ODD, qui sont les objectifs de développement durable, soient appliqués tout en respectant désormais chaque entité, chaque peuple, chaque race. C'est-à-dire partir, combattre dans les nouvelles approches que nous allons avoir, les discriminations, la stigmatisation. Et ce qui fait que ça tombe pile poil, comme on l'a dit, sur les sources du terrorisme dans le monde, ses manifestations et ses impacts.
en situant ça dans les régions du monde où cela se manifeste le plus. Donc, il était de bonne loi pour le président de l'ALT de sortir effectivement avec beaucoup de courage les grandes motivations, les grandes sources de la manifestation et du fonctionnement du terrorisme dans le monde pour indiquer les pistes de solutions qui sont nécessairement des pistes de solutions qui ne doivent pas être seulement militaires, armes, pas dans le sens effectivement il faut aller négocier, mais qui doit aller dans le sens de résoudre les problèmes de développement. Parce que les gens se basent, nos adversaires et ceux qui alimentent, les maîtres effectivement de ces terroristes, se basent effectivement sur les défis de développement que nous avons pour recruter, former et créer la division pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc c'est pourquoi ça a été sous l'angle des questions de développement que ça a été vu. Et vous voyez au Burkina Faso, et ça répond à beaucoup, il a voulu indirectement également répondre à certains apatrides qui sont à l'extérieur et qui, au regard effectivement des progrès qu'on est en train de faire, et le premier progrès c'est dans les têtes, les attaquer pour dire, en fait, allez-y, on vous a dit de venir faire la guerre, on vous a dit de venir récupérer les territoires, on vous a pas dit de venir mener effectivement des actions de développement. C'est parce qu'ils sentent que la vision du président du Faso, la vision de la révolution progressiste et populaire est en train d'attaquer le problème par sa source, c'est-à-dire les questions de développement. Et ils veulent nous déstabiliser. Et pour nous déstabiliser, il faut nous orienter ailleurs. Il faut nous dire effectivement, c'est pas ce qu'on nous a demandé de venir faire. Parce qu'ils savent effectivement que si on avance dessus, on coupe le pied du terrorisme c'est parce qu'il y a des hommes qui les écoutent. C'est parce qu'on a des citoyens qui, partant effectivement de certaines misères, certains manques, sont en train de les écouter et de les suivre, qu'ils peuvent effectivement prospérer. Donc, pour revenir à ça, la 6e conférence des présidents des parlements au niveau international vise à utiliser cette institution qui est l'une des rares institutions multilatérales qui fonctionne encore bien pour avoir un sommet au haut niveau qui permet de faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources, pour la conscientisation des décideurs en vue effectivement de combattre les stigmatisations, de combattre effectivement les marginalisations qui alimentent le terrorisme. D'accord. Monsieur Traoré, quel est l'intérêt d'aller à une telle conférence? L'intérêt d'aller à une telle conférence est un peu subjectif, mais c'est des forums, des tribunes qu'il ne faut pas rater pour expliquer au monde ce que nous faisons. Tout à fait. Ceci étant, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Nations Unies même sont une structure d'embrigadement de la domination impérialiste planétaire. Et elle vient à créer une structure qui est aussi une structure d'embrigadement. On va constater comment, si le monde est arrivé à un tel état, c'est le fonctionnement du capitalisme. Et à de tels forums, on expose à la face du monde, c'est la victime qui vient en face du bourreau rendre compte de ce qu'elle a pu résister et ne pas mourir. Sinon, les inégalités dans le monde procèdent d'un ordre capitaliste, impérialiste, où les puissances exploitent d'autres peuples. Ce monde inégalitaire-là, même aux Nations Unies, où nous allons, l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est des tribunes, où nous allons faire de bons plaidoiries, mais les décideurs décident en fonction du capital financier international. Que dit le capital financier international? Le terrorisme dont il est question trouve sa source dans le capitalisme. Oui. C'est parce que d'autres États estiment que nous n'avons pas droit à la vie qu'ils doivent nous combattre au nom de nos ressources. Les industries étant chez elles et maintenant les ressources chez nous, il faut nous maintenir en situation de précarité permanente pour qu'ils puissent exploiter nos ressources. Ceci étant, autant on va multiplier ce genre de conférences, à la limite on se dit, c'est peut-être pour nous endormir sur les côtés, mais nous devons être vigilants quant à la portée réelle, parce que les dénonciations sont faites de l'iniquité internationale. Dans l'ordre normal des choses, les
les ressources minières que nous avons sont sous-payées. Nous, les cultures de rente, nous nous fatiguons à la tâche et c'est les autres qui viennent fixer le prix. Donc nous admettons à ces conférences, c'est encore des plaidoyers pour la démocratie que nous tentons chaque jour de dénoncer parce qu'elle est sur la base des inégalités et qu'elle ne fonctionne pas telle que nous avons été. C'est l'autre qui nous a programmés. Et nous devons fonctionner comme lui veut qu'on fonctionne. Le parlementarisme dans le monde obéit à quoi? Donc, il faut questionner certaines certitudes. Nous venons d'arriver avec nos revendications de souverainistes. Nous voulons le panafricanisme. Nous nous battons pour toute l'Afrique. Donc, de ce point de vue-là, ces genres de forums-là font l'occasion pour nous de nous rendre audibles. À la face du monde, nous disons ce que nous sommes en train de faire. Et que le terrorisme est chez nous comme une maladie. Ce n'est pas une maladie naturelle. C'est des gens qui ont créé le terrorisme chez nous. C'est des gens qui le financent. Vous vous souvenez, il y a le cardinal de Burkina qui a parlé le mois passé du terrorisme. Mais il a tellement bien présenté que c'est des puissances qui sont derrière en train de tirer les ficelles. Mais il ne l'a pas nommé. Comme tout le monde a peur de celui qui nous attaque. Ce n'est pas une génération spontanée. Le terrorisme, c'est bien qu'il a pensé, quelqu'un qui l'a pensé, réfléchi et le finance. Et ce sont les puissances impérialistes. Ceux qui ont intérêt sur nos ressources, ceux qui ont intérêt à nous maintenir dans un système de domination, de soumis, avec toute l'orchestration, l'appareil répressif, l'appareil informationnel. Ils veulent guider, continuer de nous orienter. Le monde doit fonctionner tel qu'eux ils le veulent. Donc nous profitons, le président de l'Assemblée profite de ces forums-là pour expliquer notre lutte. C'est des tribunes qu'il ne faut pas négliger. On doit pouvoir donner des coups d'assaut là-bas. Voilà ce qu'on veut de nous, voilà ce que nous-mêmes nous voulons de nous-mêmes. Face à l'agression, nous réagissons et le peuple est d'accord avec nous. Il faut que l'ordre mondial change. Même ce multilatéralisme, c'est une revendication des peuples. Nous nous battons pour les peuples, pour la souveraineté de notre peuple. Et en fonction des aspirations de notre peuple, nous voulons être maîtres de notre destin. Nous voulons écrire notre histoire telle que nous l'avons pensée et méditée. Pas écrire notre histoire telle que les gens veulent qu'on la raconte. Voilà. Ils nous ont programmés et nous-mêmes nous nous sommes programmés. Nous venons donc profiter, le président profite de cette tribune-là pour expliquer face au monde. Voilà le mal qui nous est arrivé. Voilà comment nous résistons. Voilà comment nous arrivons à survivre et voilà nos ambitions. Nous professons la paix parce que c'est la paix des peuples. Qu'on respecte nos aspirations et le monde ira mieux. Oui. Voilà. D'accord. Monsieur Bayala, comment avez-vous trouvé ce discours du président de l'ALT? Les ennemis du Burkina Faso disent que c'est un aveu d'impuissance, que le docteur Bougouma, en tout cas, s'est livré à la tribune donc, de Genève. Qu'en pensez-vous? Oui, vous voyez, ça fait rigoler. Cela montre toute la malhonnêteté qui s'est faite chère dans les apatrides qui, en panne d'arguments, en panne d'imagination et de créativité, sont obligés de racoler sur certaines évidences qui parlent d'elles-mêmes, telles que les deux aînés viennent de l'exposer, pour trouver à redire. Mais il leur faut du grain à moudre, il leur faut justifier leurs émargements à la DGSE. La DGSE française attend d'eux des résultats, même si ça fait 3 ans environ que la DGSE se pose des questions sur une comptabilité et par des processus de redevabilité sur l'efficacité des apatrides qu'il a recrutés. Quand vous regardez un monsieur comme Newton Ahmed Bari, hier arbitre de la démocratie à la tête d'une commission électorale indépendante, aujourd'hui terroriste positionné à Paris, là où nous viennent les leçons de la démocratie, de la bonne attitude citoyenne, c'est là-bas qu'on héberge, c'est le pied-à-terre des apatrides et des terroristes du monde. Ceux qui ne sont pas venus et qui n'ont pas été recrutés, qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'abri à Paris, quand ils parviennent à la tête d'un État comme la Syrie, alors ils sont accueillis en premier. De toutes les façons, les ennemis de la paix internationale sont les bienvenus à Paris. Ils sont bien reçus aux Champs-Élysées. Mais je voudrais nous faire remarquer
que nous portons une ambition, nous portons une vision profondément humaniste. Parce que si elle n'est pas incarnée par l'humanisme, nous n'irons même pas à cette tribune qui peut paraître comme une forme de diversion pour nous déconcentrer, pour nous éloigner des batailles quotidiennes que nous menons. Nous avons un chantier d'immersion patriotique de nos jeunes victorieux aux différents examens et qui doivent, en plus de leurs excellents résultats scolaires, être d'excellents patriotes. Les nourrir à la source du patriotisme comme la forteresse qui permet de les blinder contre l'infiltration du colonialisme. Nous avons le chantier du, comment on appelle ça, les camps vacances Fassou Mebo, où les enfants de 7 à 15 ans, est-ce que la démocratie peut trouver son expression au-delà de ces deux symboles pris à eux seuls? Mais enfin, il est important, comme l'a mentionné Alouna Traoré, que cette tribune soit un préchoir, un endroit où notre vision singulière, notre nature du bourreau que nous confrontons, soit exposée là-bas. Et par qui? Par quelqu'un qui a la légitimité de nous représenter, parce que le Parlement a cela de préciser, il représente le peuple. Oui. Qui mieux que le docteur Bougman pour aller à cette tribune, pour qu'enfin, comme l'a fait Thomas Sankara à l'ONU, comme il l'a fait à l'OUA, ce n'est pas par méconnaissance de la nature de ce type de foire internationale, nous les appelons des foires, mais c'est aussi l'occasion de dire au bourreau que quand nous le dénonçons, c'est pas dans des cachettes, c'est pas derrière lui, et que nous avons la capacité de lui dire en face, et toute l'opinion mondiale prise à témoin, ce dont il nous fait souffrir, les douleurs qui sont les nôtres, et de ne pas nous montrer comme des pleurnichards qui déroulent un chapelet de misère, mais comme un peuple vaillant, debout, face à l'adversité, qui repense au quotidien sa survie, et qui ne veut se soumettre à aucun diktat, ni à aucun chantage, venant de Paris ou de Londres, venant de New York ou de New Delhi. Alors le peuple burkinabé avance de façon sereine. Je pense que en disant, en interpellant la communauté internationale sur sa géométrie variable par rapport aux problèmes du monde, sur sa géométrie variable, son 2 poids 2 mesures par rapport aux douleurs, sa géométrie variable à évaluer les douleurs, à évaluer les tragédies du monde, et lui rappeler son devoir de conscience de demeurer un et indivisible face aux atrocités que les hommes subissent. Il ne peut pas avoir d'atrocités blanches supérieures aux atrocités et aux barbaries subies par les Noirs. Oui. On ne peut pas hiérarchiser les douleurs. On ne peut pas évaluer l'importance des cadavres. Tout à fait. On ne peut pas, sur la base d'aucune règle, parce qu'il n'en existe pas, pour faire une hiérarchie des douleurs qui méritent ration. Et parce que nous ne sommes plus à l'époque des Charlie Hebdo, où des pantins de colonialisme se sont déplacés à Paris pour aller pleurer, alors qu'au même moment, dans l'état du Kano au Nigeria, une église avait fait la comptabilité macabre de plus de 100 âmes fauchées du fait du terrorisme. Ouais. Fort heureusement, cette espèce d'élite africaine est derrière nous, même si elle résiste encore à Abidjan et elle résiste à Cotonou, il est évident que le mouvement est enclenché. Le Tchad nous donne espoir, Sonko nous donne espoir et nous inspire espoir. Je dis bien Sonko, je n'ai pas dit Diomaye. Pour dire que nous sommes conscients que les douleurs qui nous sont imposées sont le fait d'un système économique mondial qui est lui-même le meilleur ambassadeur du terrorisme international, le capitalisme. Ouais. Parce que son attitude consiste à opprimer, à brutaliser, à voler, à piller. Et les quelques enturbanés aux culottes coupées qui courent dans le Sahel n'ont pas une autre attitude que celle que le colonialisme nous a imposée, le colonialisme français, portugais, espagnol, hollandais. Oui. Ce n'est pas différent de ce que les ordres esclavagistes venus de la péninsule arabique ont imposé à nos masses populaires
et qui leur ont coûté la vie à une hauteur de 120 millions d'âmes qui ont été arrachées. L'histoire ne se répète pas, elle se poursuit. Tout à fait. Sauf que désormais, l'opprimé a décidé de s'arracher d'entre les mains de l'oppresseur. Comme le prédisait Steve Biko, le plus grand pouvoir de l'oppresseur réside dans sa capacité à avoir capturé l'esprit de l'opprimé. Et donc de le programmer à son souhait et de le faire subir. Quand vous voyez Newton Ahmed Bari, permettez-moi d'insister sur cet individu parce que dans la configuration de notre société, c'est une élite néocoloniale aboutie qui a atteint le stade et le grade suprême de l'évolution, la défense des intérêts néocoloniaux et dans le mépris et le piétinement des intérêts vitaux nationaux. Quand vous le voyez agir, je doute que ce soit tous des commandes de la DGSE. Je pense de lui-même. Il sert avec plus de zèle que la France ne l'ait demandé. Parce que c'est depuis 90 qu'il a remis ses enfants à la France. Espérons qu'il jouit de toutes ses facultés mentales. Je pense que d'un point de vue de l'observation diachronique, sur le long terme, on peut conclure qu'il souffre. Maintenant, c'est de quoi? Il faut certainement prendre les avis d'un psychiatre, mais de bonne réputation, afin de pouvoir établir les dysfonctionnements. Mais je suis certain qu'il y a des troubles. Mais c'est lesquels? Seul un spécialiste en santé mentale pourra les préciser. Mais en tout cas, il ne faut pas l'envoyer devant une juridiction pour tenter de le condamner. Je pense que ce serait s'en prendre doublement à sa pauvre personne, parce qu'il faut régler le préalable de la santé mentale. Parce que là, il est établi que quelqu'un qui jouit de tout son équilibre mental ne peut se livrer à une animosité qui va au-delà de l'animosité programmée. Parce qu'il y a une conscience du maxima de l'animosité. Mais Newton Ahmed Bari va au-delà. Il colmate, mais c'est incroyable. C'est-à-dire quand vous prenez le parcours sur 3 publications, vous suivez 3 publications, la première contredit celle à venir et celle déjà élaborée est en contradiction avec la future. Vous pensez qu'il n'y a pas urgence à inventer une spécialité de psychiatrie évoluée pour traiter ce cas-là? Tout à fait. Je pense que notre président n'a pas eu tort de dire à la communauté internationale qu'elle ne doit pas avoir une attention par rapport aux barbaries et aux violences subies à quelque point de la planète Terre que ce soit, en fonction d'humeur de ceux qui programment la violence. Nous devons regarder la douleur avec les mêmes lunettes, l'appréhender avec la même conscience morale et éviter de faire du 2 poids 2 mesures. Mais le président, en le disant à cette instance, non seulement montre au bourreau, comme je le disais tantôt, que ce n'est pas derrière lui qu'on le critique et qu'on est en capacité de lui dire à une conférence internationale multilatérale qui regroupe toutes les entités, de lui dire en face ce que nous pensons de sa hideuse personne, de sa laideur internationale. Mais en fait, c'est aussi dire à ces gens que nous ne nous méprenons pas. Nous savons que ce n'est pas à eux d'apporter la solution. Parce qu'au moment où ils sont assis à cette conférence, à la 6e conférence, ils étaient en train d'outiller leurs alliés dans le Sahel à travers des instructeurs français ou je ne sais de quelle autre nationalité, à l'effet que les terroristes aient une capacité de feu au-dessus de nos armées. Mais fort heureusement, nos armées ont été aguerries et sont à l'assaut malgré leurs drones avec lesquels ils nous attaquent désormais. Alors ils ont du répondant. Et les récentes victoires de notre armée qui a montré des drones en capture montrent que nous avons une avancée. Et je pense que c'est ça que le camarade président Dr Bougouma de l'Assemblée législative de transition est allé prêcher au devant de la scène internationale. Et pour nous, c'est un coup sec asséné à l'impérialisme pour lui dire que nous battons avec les armes, mais nous savons aussi nous battre avec les mots, avec le verbe. Merci donc, M. Baïla, pour cette lecture, en tout cas, qui va en contradiction totalement, parce que c'est comme si on n'a pas regardé le même discours. Parce que nous avons tous suivi donc le docteur
Bougma donc à la télé, le discours était limpide, était très engagé. Exactement. Et un discours donc de dénonciation. Quand d'autres Burkinabés lisent autrement ce discours, il faut chercher à comprendre. Monsieur Ndaramega. Oui, merci beaucoup d'être venu dessus, mais je pense que je vais ajouter deux petites choses. Allez-y. En fait, on a beaucoup élaboré sur le comportement déviationniste de certains maîtres d'œuvre, Oui. de la stratégie que le camarade Alouna a décrite tantôt, qui était effectivement une stratégie des décideurs au sommet. Et si vous écoutez bien ce qui s'est passé ces derniers jours, RFI, Jeune Afrique, sont revenus présenter l'intervention du docteur Bougma comme étant un aveu d'échec, comme un appel au retour effectivement à la... Et c'est ça... C'est comme s'il Malicieux. appelait les... Non, en fait, c'est comme si on avait fait... les puissances qu'on a Exactement, on a chassé... là, Mais de revenir, quoi. sauf myopie politique, sauf mauvaise foi, ou toutes les deux choses, servant quoi? Servant effectivement les impérialistes pour une force effectivement de déstabilisation. On ne peut pas confondre l'exigence de souveraineté, des actes de souveraineté, à de l'appel à de l'aide ou au retour. Sauf que si vous analysez très bien, vous verrez qu'ils confondent, eux, la domination. Tant qu'il n'y a pas de domination, tant qu'il n'y a pas effectivement esclavage, gisme là, et on ne peut pas parler effectivement de souveraineté. Non, c'est deux choses complètement différentes. Le docteur Bougma, qu'est-ce qu'il a dit? Et je repars en listant scrupuleusement et fidèlement pour qu'on se comprenne. Parce que la confusion qu'ils sont en train de tenter d'établir est grave. Tout à fait. 3 choses. Le docteur Bougma, il a fait une mise en lumière du terrorisme au Sahel. Il n'a fait que décrire effectivement le terrorisme en précisant effectivement ses moteurs, ses commanditaires, ses maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les moyens qui sont utilisés. Et partant de ça, il a appelé à une reconnaissance que c'est un enjeu mondial. Ce n'est pas seulement au Sahel. Oui, exactement. C'est effectivement dans différentes parties du monde. Tout à fait. Et cette rencontre, c'était effectivement la rencontre d'une institution multilatérale, et comme je le disais au début, qui est internationale. Donc c'est le lieu que tous ceux effectivement qui connaissent la chose mettent ensemble leurs énergies, mettent ensemble les descriptions pour pouvoir agir de façon efficace. La coopération fonctionne mieux en dehors effectivement de l'aplaventrisme, fonctionne mieux en dehors effectivement de la domination et de l'esclavage, quand effectivement chacun assume sa souveraineté et mutualise, dans un cadre où on mutualise les forces. C'est tout ce que l'on dit. On n'est pas allé dire, venez combattre si nous disons, et c'est ce qu'effectivement le docteur Bougma l'a dit, il y a aujourd'hui que nous avons observé que les outils, les armes que les terroristes utilisent ne sont pas des armes qui viennent d'ailleurs qu'effectivement du détournement et de la corruption des armes qui sont envoyées en Ukraine. Massivement. Tout à fait. Écoutez, nous ne pouvons pas comprendre, et c'est ce qu'il a dit également, qu'il y a moins de publicité sur effectivement un terrorisme que vous dites fait plus de victimes et plus de dégâts que la guerre effectivement en Ukraine et partout ailleurs, mais qu'on n'en parle pas. Qu'on empêche effectivement les décideurs des pays du Sahel de s'acquérir d'armes létales. Ouais. Oui. Mais dire effectivement que nous voulons des armes létales, nous ne le demandons pas. Bon, lâchez-moi. Nous voulons les acheter avec nos ressources. Et ceux qui bloquent l'achat de ces armes, manifestement et de façon concrète, sont en train de favoriser les terroristes. Surtout qu'ils leur apportent effectivement des équipements de plus en plus qui sont à la même hauteur de qualité et de performance que nos armes. Et dénoncer ceci, ça ne veut pas dire effectivement qu'on appelle les gens de revenir. Non. Je pense aujourd'hui que par rapport au discours effectivement du
président Bourman, il faut le saluer parce que c'est un discours de souveraineté. D'accord. C'est important. C'est un discours qui parle effectivement de stratégie. Et la stratégie ici, c'est que l'on opère ensemble dans le respect mutuel, en toute dignité et dans le respect effectivement des forces en présence. Et nous sommes une force capitale. Et nous n'apprenons pas de venir combattre effectivement pour nous. Donc nous restons effectivement sur notre position de souveraineté. Merci donc pour ces analyses. On va passer donc au deuxième sujet car le temps presse. Yeah. Donc le deuxième sujet, Julius Madabio était donc chez Alassane Ouattara en début donc de semaine. De leur entretien, il est noté que la CEDEAO reste déterminée à faire revenir les pays de l'AES donc au sein de l'organisation. M. Traoré. On croit rêver. L'impérialisme n'a pas changé sa position de faire. Et ceux qui répondent de l'impérialisme en Afrique occidentale, nous avons le président ivoirien, et donc qui a promis à l'Occident, son maître, de faire tout pour faire aboutir les revendications du maître. Et en cela, tous ceux qui visiteront la Côte d'Ivoire au titre de la CEDEAO visent un certain passé qui est révolu. Les États de l'AES ont pris leur destin en main et ne croient plus revenir dessus. Donc c'est un combat d'arrière-garde. Que Madabio se rende en Côte d'Ivoire pour trouver des arguments, comment faire revenir les 3 États de l'AES en CEDEAO, vraiment, on croit rêver, puisque nous sommes sur d'autres paramètres. Et les pays de l'AES sont en avance parce qu'ils ont quitté, c'est pas la CEDEAO, maintenant il y a un autre machin, il y a l'UEMOA, on vient de quitter l'UEMOA. Donc, c'est vouloir une chose et son contraire. Vous nous empêchez de prendre la direction de l'UEMOA et vous voulez que nous revenions en CEDEAO. C'est vraiment à ne rien comprendre, mais la logique est suivie. C'est que ceux d'en face n'ont pas des comportements normaux, comme le camarade Bayal vient de le dire. Ils répondent. S'ils n'ont pas de comportement normaux, ça dépend ils sont sous dictée du maître. La façon dont nous ne comprenons pas le maître, ceux qui agissent au nom du maître ne sont pas maîtres de ceux qui le sortent. Sinon, comment comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, des États en Afrique occidentale rêvent de faire revenir les États de l'AES en CEDEAO? Donc, concrètement, c'est vrai que le président sierra-léonais vient d'arriver sur la scène. Il est encore frais. Il est encore frais. Il y a des réalités qu'il ne maîtrise pas sur le terrain. Celui qu'il va voir est conscient de la situation. Donc on va le mandater sur des missions impossibles. Mais quoi qu'on en dise, en AES, nous devons approfondir les termes du contrat, la mobilisation des peuples pour la souveraineté et mettre le curseur sur les aspirations des peuples de l'AES. Toute tergiversation, l'ennemi en face, celui qu'on a en face, le maître d'œuvre, l'auteur intellectuel du terrorisme dans le Sahel est aux abois, parce qu'il use de toutes les stratégies, que ce soit en structure sous-régionale, que ce soit en matière de guerre de l'information. Tout est bon, tout y passe. Ils font feu de tout bois en vue de soumettre les États, adopter une querelle en AES pour pouvoir venir changer la situation. Tout à fait. Donc les autorités de l'AES doivent être vigilantes. Tous ces mouvements-là, dans la sous-région, nous concernent, au plus grand chef. Donc moi je pense que les États de l'AES doivent maintenir la mobilisation et être cap pour la guerre victorieuse, la guerre sur tous les niveaux, la guerre informatique. Est-ce que Madabio a eu des espoirs lors de sa visite dans les États du Sahel? Mais ils se sont convaincus de leur doctrine, parce que nous, en face, nous sommes convaincus de la souveraineté. Tout à fait. Nous luttons pour la sauvegarde et l'affirmation de notre peuple, de nos peuples. Oui. Mais eux également, ils sont sous la dictée du maître. Un ordre, ils sont en train de défendre un ordre ancien qui est dépassé, réactionnaire sur toute la ligne. Et comment leur faire comprendre? Ils sont encore en train de rêver. Rêver de faire venir les 3 pays de l'AES en CEDEAO, c'est vraiment difficile. Mais il faut les comprendre. Ils sont sous dictée du maître. Autant l'impérialisme n'a pas changé, il communique à ses alliés locaux la conduite à tenir. Alassane n'est pas maître de son destin, tout comme le président sierra-léonais. Ils agissent sous dictée.
D'où l'originalité vient de l'AES, puisque nous réfléchissons par notre propre tête et nous voulons faire aboutir la souveraineté, la maîtrise de nos ressources. Les biens que nous sommes, ce que nous sommes en train de professer en AES sert à toute l'Afrique. La revendication souverainiste. Pour une fois, le noir prend conscience de sa destinée et écrit son histoire à l'aune de ses propres problèmes. Donc la guerre qui nous est partout, ça c'est les agents terroristes, ceux qui travaillent pour le terrorisme. Vous avez vu les mouvements en Côte d'Ivoire, les mouvements au Bénin, visent à renforcer le terrorisme qui change de couleur tous les jours. Donc la vigilance est de mise en AES, nous devons les attendre de pied ferme et répondre avec une diplomatie active dans un esprit d'unité et de solidarité entre les pays de l'AES et continuer, puisque c'est le comportement de l'AES qui dicte ces mesures diplomatiques-là. Autant l'AES gagne en victoire, tant sur le terrain militaire qu'institutionnel, autant ceux d'en face aussi ne dorment pas. Ils sont en train, il y en a qui demandent un 4e mandat, mais là n'est pas la question. Soyons vigilants parce que l'ennemi n'a pas changé. Il est toujours agressif et il vient de plusieurs manières. Tout à fait. Monsieur Baïla, Madame Bio peut-il réussir là où vraiment ceux qui l'a précédé donc ont échoué? Non, je pense que... Parce que quand on le regarde parler, il parle avec assez d'assurance là. Oui, je pense que Madame Bio, c'est, vous savez, un nouveau converti est toujours, toujours plus zélé que le pasteur ou l'imam lui-même. Voilà, il vient avec son lot d'espoir et de certitude et tout, sauf qu'il prêche à la mauvaise chapelle. Il prêche devant, il prie le mauvais Dieu, si je peux le dire ainsi. Parce que Ouattara, devant qui il allait, est tout l'opposé de Dieu. Dieu, c'est les valeurs justes. Et l'opposé de Dieu, c'est toutes les valeurs négatives. Vous voyez, je pense que Madabio, s'il avait un fil conducteur de l'histoire du choc intervenu entre nos pays et la CEDEAO, aurait pu d'abord faire l'inventaire des reproches que l'AES a fait à la CEDEAO. Et demander à son cabinet s'il n'est pas à même lui seul d'évaluer les griefs qu'on porte contre la CEDEAO, il peut se faire assister. Et s'il a même des besoins, on peut lui donner le grand frère Nathan Bega, Alouna Traoré, pour renforcer sa compréhension de ces griefs-là, afin de se concentrer sur les besoins sierra-léonais. Parce que le peuple de Sierra Leone a droit, de façon massive, à un système de santé de pointe. Est-ce que ces questions pour lesquelles il a été élu sont conséquemment adressées? Je l'en appelle à une posture de cohérence interne d'abord à lui-même. Tout à fait. À ne pas perdre de vue les motifs ou les arguments avec lesquels il allait convaincre l'électorat. Et si maintenant il veut devenir un champion sous-régional, il n'y a pas de problème. Il faut encore que là, ils se nourrissent de l'histoire en se demandant, mais en plus des griefs qu'ils ont portés, si c'est insuffisant, quelles ont été les réponses que la CEDEAO elle-même a apportées à ces griefs? Est-ce qu'ils ont été conséquents et rassurants? Et c'est après avoir fait ce revue documentaire qui est indispensable pour que son action ne soit pas une action ridicule et déjà portant les germes de l'échec avant même qu'elle n'ait été enclenchée, pour donner du sens à ses efforts. Sinon, c'est perdu d'avance. Là où Sonko, Diomaye n'a pas réussi, là où le président John Dramani n'a pas réussi, je me demande avec quel gabarit et quelle force Madabio peut se donner. Bon, on dit que chacun a ses chances, peut se donner une telle envergure. Mais en plus, Madabio s'adresse à un interlocuteur qui est Ouattara. Je pense que Ouattara n'est pas crédible pour apprécier du retour de des pays de l'AES dans la CEDEAO ou une quelconque coopération. Parce que lui-même, il est l'acteur qui sacrifie au quotidien les principes de la CEDEAO. Son 4e mandat est un énième poignard au grief des pays de l'AES contre la CEDEAO. Mais avant lui, c'était celui qui voulait une force militaire contre les coups d'État, qui a lui-même été auteur de coups d'État, M. Ambalo. Donc il n'a qu'à regarder l'écosystème interne à la CEDEAO pour voir si la CEDEAO s'est repentie de ses propres péchés
avant de vouloir envisager une reconnexion. Parce que nous, l'inventaire des fautes et de ce que nous reprochons aux États, à la CEDEAO demeure intact. Est-ce que la CEDEAO a rompu le cordon ombilical avec Paris? Est-ce que la CEDEAO, qui n'a pas pu créer les conditions de notre maintien et qui, contradictoirement, présente une volonté de notre retour, peut être cohérente lorsqu'elle mobilise tous les facteurs à notre encontre dans l'UEMOA? Monsieur Nadambega, le retour de l'AES dans la CEDEAO, mission possible ou impossible? Non, je pense que déjà, à partir du moment où, à la rencontre de Bamako, la CEDEAO restante, résiduelle, a reconnu effectivement l'AES, ce qui relève effectivement du bon sens, ce qui relève effectivement d'une stratégie gagnante, c'est une discussion très intelligente entre deux structures multilatérales, une structure multilatérale alternative qui prend en compte sa souveraineté et une autre structure multilatérale qui est la CEDEAO résiduelle qui accepte effectivement de fonctionner sous le diktat de maîtres d'ailleurs. Donc avec effectivement des agendas propres à l'extérieur de l'Afrique et encore de l'Afrique de l'Ouest. Et nous fonctionnons avec l'agenda de nos peuples au niveau effectivement de l'AES. C'est deux dynamiques qui sont totalement différentes, mais qui doivent aboutir à quelque chose, qui aboutissent effectivement chez nous à l'épanouissement de nos peuples, en toute souveraineté, en toute dignité, et de l'autre côté, non, à la jouissance effectivement de certaines conditions de vie qui ne sont pas effectivement à la hauteur conforme effectivement au niveau de développement de leur pays et qui enlèvent toute dignité au peuple. Maintenant, je dis, sur cette base, je pense qu'on est condamné à parler un langage de sourds. Et donc, à ne pas nous comprendre. Et si nous ne comprenons pas, il ne peut pas y avoir de succès de leur part. Pourquoi? Regardez, faites un parallèle. Aujourd'hui, nous venons effectivement de finir la discussion sur l'appréciation que certains agents de l'impérialisme international, notamment français, font de la sortie du docteur Bouma, en disant effectivement que nous faisons un rétropédalage, que nous faisons un aveu d'incompétence, donc un aveu d'échec. Mais comment on peut faire un aveu d'échec et en même temps vous demandez effectivement que vous revenez nous faire la cour pour nous demander de revenir? Est-ce que ce n'est pas paradoxal, ce n'est pas contradictoire? Ça étale plutôt quelque chose qui est un aveu d'échec de la CEDEAO à fonctionner en dehors effectivement du diktat français. Chose que nous ne pouvons pas obéir, à laquelle nous ne pouvons pas obéir. C'est la prise de conscience des défis probablement insurmontables du bon fonctionnement de la CEDEAO sans les trois. Même si on considère que c'est seulement des marchés et des consommateurs. On a besoin de marchés lorsqu'on produit effectivement beaucoup et bien. Donc, mais maintenant, allons-y effectivement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de succès quelconque pour Madabio. Maintenant, regardons les grands problèmes qui ont amené effectivement la séparation. Et c'est là que je trouve que c'était très pertinent ce que Imhotep disait. Prenons le cas de la démocratie. Est-ce que la CEDEAO résiduelle aujourd'hui est prête à sortir les accords additionnels sur la démocratie qui font effectivement que l'organisation, au lieu de s'attaquer effectivement à des problèmes de développement, joue à des problèmes, s'implique dans des problèmes de démocratie dans les pays, donc qui touchent à la souveraineté des pays, qui peut aller dicter effectivement mais la durée d'une transition à un pays, qui peut aller dire effectivement, voilà comment nous voulons effectivement que vous fassiez vos élections. Mais c'est un pays qui définit son code électoral. C'est un pays qui définit sa constitution. Donc le pays est souverain. Pourquoi nous chantons tant la constitution et pour les constitutions et pourquoi on dit qu'il faut toujours respecter les constitutions? Parce que c'est la base de souveraineté des peuples. Mais pourquoi venir effectivement vraiment détruire ça? Et ça, ce n'est qu'un point. Allons-y effectivement au niveau de la mutualisation sécuritaire. Comment vous pouvez comprendre? Est-ce que les choses ont changé? Elles se sont empirées. Pendant que les États-Unis, la France, ont des avions qui sont en train de tourner chaque jour au-dessus du ciel béninois pour espionner effectivement
le Niger et le Burkina Faso en vue d'appuyer effectivement nos adversaires. Vous pensez effectivement que nous sommes dans une situation où nous pouvons combattre le terrorisme avec efficacité très rapidement dans ces conditions? Comment donc on va ignorer ça, qui est la base même de sécurité de vie des citoyens, pour dire effectivement que nous sommes dans une intégration? Comment nous pouvons parler effectivement d'intégration même économique et monétaire à partir du moment où nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir battre monnaie en Afrique de l'Ouest si effectivement nous disons que nous avons notre souveraineté, que nous voulons effectivement une bonne intégration? On ne peut pas continuer de laisser battre effectivement notre monnaie ailleurs. Et puis, est-ce que la CEDEAO résiduelle est capable de résoudre ce problème? Non, parce que déjà, vous voyez que c'est annoncé que l'ECO va prendre corps en 2027, avec ou sans l'AES. Alors, quand vous affirmez ça à l'avance, c'est quoi vous pouvez effectivement négocier? Comme quand vous allez négocier avec quelqu'un, vous lui dites, si on s'entend, c'est ça. Si on ne s'entend pas, c'est ça. C'est ce que nous voulons là. On gagne ou on gagne. Non, mais ce n'est pas une approche qui peut prospérer. Donc, en fait, même dans l'approche, dans les objectifs, les deux entités doivent être conscientes qu'il n'y a pas un retour possible gagneur. L'AES ne peut pas repartir effectivement avec la CEDEAO résiduelle et penser effectivement qu'elle peut préserver, continuer de défendre effectivement les petits acquis que nous sommes en train de construire. De même, la CEDEAO résiduelle doit être consciente que, sauf cataclysme, sauf coup de force, sauf effectivement force de déstabilisation, et ils en ont conscience, c'est pourquoi effectivement chaque jour qui passe, ce n'est qu'à ce niveau qu'ils investissent sérieusement. Parce que de l'autre côté, ils n'investissent pas. Parce que pour investir intelligemment dans une forme effectivement de coopération, il faut respecter une coopération, il faut aller dans le sens d'une coopération gagnant-gagnante. Il faut aller dans le cadre d'une coopération qui respecte les dignités de toutes les parties et qui respecte effectivement les choix et les souverainetés de toutes les parties. Absolument. Donc, à partir de ce moment, je dis, je ne vois pas comment la CEDEAO, par l'entremise effectivement du président Madabio, en dépit effectivement de toute sa bonne foi, de toute sa bonne volonté, peut réussir. Surtout qu'il part prendre ses leçons, il part prendre effectivement les directives auprès du représentant du maître effectivement en Afrique, qui du reste, si ce qui est allégué est vrai, vient de tenter un coup de force de déstabilisation au Mali. Espérons que ce n'est pas vrai. Parce que si c'est avéré, on ne peut pas comprendre qu'en même temps que, à moins qu'on en fasse effectivement comme les États-Unis, qui étaient en train effectivement de négocier avec un comité de l'Iran pour effectivement la paix, la démilitarisation, la dénucléarisation, et qui, alors qu'ils cachaient une stratégie militaire de leur bras armé l'Israël pour aller frapper. D'accord. M. Traoré, justement, le vin est déjà tiré, il faut le boire. Clair. Donc, il n'y a pas possible retour. Bon, l'AES, dans l'affirmation de la dignité, la quête de souveraineté, n'a pas intérêt à retourner. Comme on vient de le dire, Madabio est de bonne foi. Il est le seul nouveau arrivant dans la maison. Il est encore frais. Il est encore frais. Celui chez qui il va demander les conseils a perdu toute crédibilité en AES. Tout à fait. Il n'est pas le vecteur indiqué. Donc lui aussi, il est conscient. Il ne peut qu'envoyer des gens comme Diomaye Faye ou Madabio, les nouveaux arrivants. Chaque fois, c'est avec les nouveaux arrivants. Les anciens de la maison ont brûlé toute carte de crédibilité. Ils ne sont plus audibles. Donc on envoie des innocents à la tâche. Sinon les dés sont pipés, comme le camarade vient de le dire. En même temps qu'ils font semblant de négocier, ils cherchent à déstabiliser l'AES. D'où il est recommandé aux États de l'AES de garder la vigilance. Celui d'en face n'est pas un enfant de cœur. Il a tout perdu par la quête de souveraineté des États de l'AES. Voilà. Parce qu'il a fait ses preuves d'incompétence au Mali. Après 10 ans de présence au Mali, les résultats parlent d'eux-mêmes. Après 10 ans, le terrorisme était en avantage. C'est des structures chargées de fabriquer du terrorisme. Donc, de ce point de vue-là, la conquête de l'Afrique occidentale participe de la mainmise de la CEDEAO sur les États entiers. Donc, que les États de l'AES aient pris conscience et cherchent la quête de souveraineté et la quête de la souveraineté sur tous ces plans et l'affirmation de soi,
nous travaillons pour... L'AES travaille pour toute l'Afrique. De ce point de vue, Madabio, la mission de Madabio crie l'échec avant l'heure. Voilà. On va faire peut-être une petite fenêtre avec M. Bahela. En Alaska, Poutine et puis Trump doivent se rencontrer. Est-ce qu'il y a un espoir? Parce que quand même nous sommes des partenaires à la Russie. Doit-on s'inquiéter ou bien on doit rester serein? Non, je pense que on doit rester... Les Européens s'inquiètent là. Non, on doit rester serein. Bon, les Européens, c'est des agitateurs au service de l'impérialisme américain. Je pense qu'ils revendiquent même leur soumission au trumpisme mondial. Trump est leur maître absolu. De toutes les façons, c'est des gesticulations puériles. Ça n'ira nulle part. C'est la voix de Trump qui tranchera pour l'Europe, qui tranchera pour les États-Unis. Et donc, de fait, les Européens vont suivre, comme d'habitude. Je ne pense pas que leur gesticulation puisse peser quelque chose. Je pense qu'ils connaissent la limite de leur voix. Et c'est pourquoi Trump sera seul face à Poutine pour la question ukrainienne qui consiste à reconnaître l'autorité de la Russie sur les portions territoriales ukrainiennes occupées et de donner le reste aux États-Unis et peut-être quelques terres de blé pour, comment il s'appelle, Zelensky, afin de ne pas avoir le sentiment d'avoir tout perdu. Mais ici, on pense que toutes les cartes sont à l'avantage de la Russie, parce qu'il vous souviendra que Trump a d'abord donné 50 jours, ou c'était 54 jours, après il a réduit, il a donné 12 jours, et à l'époque, les affaires étrangères russes avaient dit, et il faut que Trump lui-même sache, règle le problème de délai à son niveau. Voilà, parce qu'on ne sait pas, tantôt il dit 50, tantôt il dit 2 semaines, il faut qu'il règle ça, jusqu'à ce qu'il nous surprenne avec une volonté de discussion en Alaska avec Poutine. Je pense que Trump a envie, il n'a pas le choix. Les urgences au Moyen-Orient, les urgences parce qu'il a retourné le front également en Amérique latine avec la tête de Maduro qui a été doublée. On est passé à 50 millions d'euros. Et cela montre clairement que Trump veut fermer rapidement cette parenthèse qui lui prend tellement d'énergie, tellement de moyens pour se focaliser sur de nouvelles poches d'opportunités qu'il juge ainsi. Et c'est pour nous aussi l'occasion d'adresser notre solidarité au peuple révolutionnaire du Venezuela qui a également mis à prix la tête de Trump. Je pense que le monde est agréable ainsi. D'accord. Merci donc pour ces analyses, ces commentaires. Oui. Donc, cette émission, vous l'avez sur Facebook, YouTube et TikTok. Portez-vous bien. Merci.